Alors donc bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être venus. L'invitation vient du coupable qui est ici dans la salle, qui est Boris, que vous connaissez tous, qui a proposé à Connaissance des Arts, et nous-mêmes nous sommes engouffrés dans cette idée, de faire ces tables rondes. La première a eu lieu il y a quelque temps avec Daniel Templon, qui est venu. Cette fois-ci, c'est Simon Djami, qui est un critique d'art, qui est surtout commissaire d'une double exposition qui va avoir lieu au mois d'avril, qui s'appelle Afrique Capitale, qui a lieu à la Villette. Et la deuxième partie, puisque c'est une exposition en 2 temps, aura lieu à la gare Saint-Sauveur à Lille, une semaine après. Donc, le gros événement africain va être au mois d'avril. Et pourquoi je dis cet événement africain ? C'est parce qu'en fait, on voit bien que depuis quelques mois, Paris se met enfin un peu à l'heure africaine, ou du moins décide d'avoir une programmation très importante côté africain. Le musée d'Appert, vous le connaissez, a bien sûr ses expositions. Le musée du Quai Branly a quand même 3 expositions actuellement. Au mois d'avril, la collection Pigozzi, qui est une grande collection d'art contemporain, sera présentée en même temps que Afrique Capitale à la Fondation Louis Vuitton, donc au mois d'avril, et il y a une programmation déjà qui s'inscrit sur tout le courant de 2017. Alors, c'est ce qui nous a incité à essayer de bâtir cette discussion avec Simon pour parler de cette reconnaissance de l'art africain, ou du moins de ce soudain intérêt des musées français. Puisque Simon a monté il y a déjà 11 ans une exposition au Centre Pompidou qui s'appelait Africa Remix, que peut-être certains d'entre vous avaient vu. Et cette exposition, moi-même, je dois l'avouer, je suis passé un peu à côté. J'ai l'impression que ça a été un one-shot, comme on dit, un événement spontané, comme ça, d'un seul coup, qui n'a pas eu finalement la vie qu'il méritait par la suite. Donc ça va être intéressant de voir si cette double exposition de la Villette et de Lille va transformer notre vision de cet énorme continent qu'est l'Afrique. Parce que parler de l'Afrique, ça veut honnêtement pas dire grand-chose, tu m'arrêtes, pour l'art contemporain, parce qu'il y a tellement de spécificités, tellement de médiums. On peut parler de la photographie, de la peinture, du design, de la mode, du théâtre, du cinéma. Enfin, il y a énormément de facettes. Et essayer de dire l'art africain, moi j'ai un peu l'impression de dire quelque chose presque de grossier, parce que ça n'existe pas en tant que tel. Ce sont plein de facettes différentes. Alors, on va voir avec Simon qu'est-ce qu'il veut mettre dans cette exposition de la Villette, et surtout qu'il me renseigne, enfin, sur ce qu'est cette production de tous ces pays africains. Quelle est la question ? Alors, la première question, je commence, c'est déjà, qu'est-ce que veut dire cette exposition Afrique Capitale à la Villette ? Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Et qu'est-ce qu'il y aura dedans, déjà ? Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Je ne sais pas bien, mais c'est Afrique, pour reprendre un peu ce que tu disais, Afrique au pluriel, et capitale au pluriel. Alors je suis le roi du mauvais jeu de mots, et celui-ci ne vous aura pas échappé. À la fois capitale, qui est la ville principale d'un pays, et capitale dans le sens de crucial. Capitale, la tête, enfin vous avez fait tous du latin, j'imagine. Et donc c'était pour dire qu'il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques. Et qu'ensuite que c'est capital. Et je dis pas ça parce que je suis vaguement africain, je dis simplement ça parce que je l'entends dire. On prétend que la moyenne d'âge en Afrique c'est 25 ans. Et à Paris, en France, j'ai toujours tendance à dire Paris quand je veux dire en France, que les non-parisiens me pardonnent, on a des problèmes pour résoudre les retraites l'année prochaine. Donc d'un côté... partie du monde qui vieillit et de l'autre une partie du monde qui est jeune. Donc on s'imagine bien que l'avenir, qui ne veut pas forcément dire qu'il sera glorieux, en tout cas il sera encore vivant quand nous serons morts. Donc ça veut dire quelque chose. Et donc que mettre dans cette exposition ? Alors il y a effectivement un bourgeonnement comme ça, il y a une grande poussée d'acné qui va envahir Paris l'année prochaine. Si je pouvais, je partirais en Australie. Est-ce qu'il faut dire d'ailleurs que ce n'est pas du tout concerté ? Ce n'est pas comme une saison sur le Brésil ou une saison sur l'Inde qui dirait que finalement la France se mettrait au diapason de l'Afrique. Ce n'est pas ça. Ce sont des bourgeonnements individuels du privé comme du public.
des éruptions. Des éruptions cutanées, voilà. Ce qui n'a pas empêché certaines personnes de m'appeler pour me dire, « Bon, Simon, qu'est-ce que tu mets dans ton expo ?» Alors, justement, c'était ma question. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dans cette expo? À eux, je ne leur ai pas dit, mais à toi, je le dirai. Donc, il y a 2 épisodes. Les 2 expositions à Lille comme à Paris s'appellent, vous l'aurez compris, Afrique capitale. Mais celle de Paris, son sous-titre, c'est un titre que j'ai volé à Richard Boringer. C'est beau une ville la nuit. Et pour Lille, c'est vers le cap de Bonne-Espérance. Et donc, l'une sera sur la ville, parce qu'il me semble que le fait contemporain est d'abord un fait urbain. Et l'autre sera sur le voyage. Alors, je ne sais pas si j'ai fâché Martine, Madame le maire de Lille, oui, en lui rappelant, parce qu'elle me dit, la gare Saint-Sauveur, il n'y a jamais eu de voyageurs, c'est une gare de marchandises. Et je lui ai rappelé que certains personnages avaient été mis dans les trains à gare Saint-Sauveur. Il est vrai que c'était une époque où on prenait des humains pour des marchandises aussi. Donc, sont partis pour un voyage, c'était plutôt vers le cap de Mauvaise Espérance que de Bonne Espérance. Enfin, cela étant dit, la ville, avec tous les fantasmes que l'on peut nourrir sur la ville, et ce qui m'a toujours intéressé, c'était de casser les espèces de stéréotypes. Je me souviens sur Africa Remix, un grand spécialiste de l'Afrique est venu me voir. Je ne suis absolument pas spécialiste d'Afrique. Il me dit, Monsieur Njami, voilà, vous brouillez encore les pistes, vous faites une exposition qui s'appelle Africa Remix, et vous avez des artistes tunisiens, égyptiens, marocains, algériens. Devant ce puits de science, je suis resté sans voix. Je l'ai renvoyé à toutes les cartes du monde. Donc c'est déjà pour dire, je ne pense pas que ce qui s'est passé là-bas ne se passe pas aujourd'hui encore. C'est des gens qui, quand on leur dit l'Afrique, imaginent, je ne sais pas, quoi, des gens tutus, des gens du tam-tam, etc. Et n'imaginent pas que l'Égypte fasse partie de l'Afrique. D'ailleurs, Hegel lui-même estimait que l'Égypte ne faisait pas partie de l'Afrique. Parce qu'il prétendait que l'Afrique était un continent ahistorique, il s'y passait rien. Il dit, mais à part l'Égypte. Donc avant Sarkozy, Hegel pratiquait l'immigration choisie. Et donc il y a tous ces présupposés. Ce qui m'intéresse, c'est de leur tordre le cou. C'est comme... J'étais jeune, je m'occupais, je m'ennuyais, je donnais des conférences dans des trucs qui forment des professeurs des écoles, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. Et j'avais fait un truc avec des images, il y a un monsieur, encore un grand spécialiste, qui m'a dit, mais ce que vous nous avez montré, c'est pas de l'art africain. J'ai dit, ben, ça tombe bien, ça n'en est pas. Je vous ai montré des artistes africains contemporains. Et il me décrivait ce qu'il entendait par l'art africain, comme, en général, il y a la couleur, ça vibre, je dis, oui, bien sûr. Voilà quelqu'un qui a sans doute une collection d'art d'aéroport de tous les pays d'Afrique du monde. Bref, ce qui m'intéresse, c'est de montrer simplement, pas de démontrer, que les Africains, les gens originaires d'Afrique, quand ils sont artistes contemporains, ils sont d'abord artistes contemporains. Et que ce n'est pas parce qu'un Chinois parle le chinois qu'il est arriéré, c'est pas parce qu'un Français ne parle que le français qu'il est arriéré, quoique... Je dis ça pour les Chinois, pas pour les Français. Et donc, la ville à Paris, avec une reconstitution d'une ville, évidemment une reconstruction fantasmée, où le spectateur va se balader dans une ville la nuit. Donc, très peu d'éclairage, des maisons, des immeubles et des choses. Et à Lille, ce sera un voyage avec un hôtel, l'hôtel de l'Europe, avec un train, des choses qui se passeront dans le train, et avec autant d'œuvres qui seront comme autant de stations. Ce qui m'intéresse, Hegel a dit beaucoup de bêtises, mais pas que. Il avait dit un truc pas inintéressant qui était « nous ne savons pas ce que nous savons ». Et ce qui m'intéresse, c'est de rappeler tout ça à tout le monde, quoi. C'est-à-dire qu'à part les Africains, je crois que tout le monde, dans le monde, je rentre des Philippines, a une idée de l'Afrique, et même une définition de l'Afrique.
ce qui est quand même assez extraordinaire. Je me souviens de cette jeune assistante, je faisais une exposition en Autriche, et était allée chercher des artistes africains. Voilà. Et puis 1 heure, 2 heures, 3 heures, on est en train d'installer, elle n'arrive pas, elle arrive au bout de 4 heures. Je dis, que s'est-il passé? Elle n'osait pas me le dire, elle était la pauvre Haïti, comme ça, toute rouge. En revanche, l'artiste me dit, ben voilà, je suis resté, puis comme il y avait que nous deux, je suis allé vers elle, elle a cru que je la draguais, alors je lui ai demandé si elle attendait quelqu'un. Oui, mais c'est pas vous, laissez-moi tranquille. Et elle attendait Kendall Gears, qui est blond aux yeux bleus et qui est africain. Donc voilà, tous les Africains ne sont pas blancs aux yeux bleus, je vous rassure, mais celui-là, il est... meilleur. Alors, est-ce que dans ces 2 expositions, il y aura un mélange peinture, photographie, mode, le côté pluridisciplinaire dont on parlait tout à l'heure? Ah oui, si je parle d'art contemporain, je montre l'art contemporain, sinon je parlerai de photographie ou de sculpture. Non, mais il pourrait y avoir art plastique, et art plastique plus design, plus architecture, plus théâtre, plus musique. Non, il y a tout. C'est-à-dire que il y a une pièce sonore, par exemple, dans l'exposition de la Villette, qui est un montage de bruit, de rue, dans des capitales africaines, qui va accompagner toute l'exposition. Il va y avoir un salon, parce que j'avais demandé à Hassan Hajjaj, un artiste marocain, et si vous le croisez, Hi Mate, très, très british. J'avais fait une exposition à Londres et j'avais demandé de faire un salon et ça m'avait bien plu. Donc il y aura un salon un peu bizarre à la Villette. Et puis il y aura bien sûr des images qui bougent, des images qui ne bougent pas, des sculptures, des constructions bizarres. Et l'accrochage est un accrochage traditionnel avec des œuvres sur les murs, ou bien c'est une sorte d'évocation de cette ville avec des espaces, avec des lieux de vie, etc. C'est une ville. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, il y aura une bibliothèque. Ah, voilà. Dans la bibliothèque, il y aura des livres, il y aura des bancs qui seront posés au bord des avenues. Alors, il y a un truc, je ne sais pas si les gens de la Villette, ils étaient très contents au début que je dise oui. Et puis, je les ai vus pâlir. Et puis, bon, maintenant, ils redeviennent contents. Je leur disais, bon, je vais une allée goudronnée. On dit, bon, ce qui est amusant, c'est de faire les réunions avec tout le monde. Donc, il y a les scénographes qui sont très contents quand je leur dis n'importe quoi. Et puis, il y a les gens qui s'occupent de la production qui, quand je dis une allée goudronnée, on voit déjà les combien ça coûte. Exactement. Une allée goudronnée, des contre-allées, des petites rues en latérite, etc. Non, ça sera une ville. Et dans une ville, voilà, il y aura des choses sur les murs, il y aura des choses en l'air, il y aura des choses par terre. Alors, est-ce qu'on peut revenir un petit moment sur Africa Remix? On en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu une évolution, ou est-ce que mon sentiment est juste, qu'il n'y a pas eu tellement d'évolution de la curiosité des Français par rapport à cet art de l'ensemble du continent africain, et qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour que justement on n'en arrive pas aujourd'hui à cette découverte soudaine? Découverte, mon cher Guy, tu sais bien. Non, mais du grand public, j'entends. Toute mon enfance, on m'a bassiné en me racontant que Christophe Colomb avait découvert l'Amérique. Jusqu'au jour où je me suis aperçu qu'il s'arrêtait aux Caraïbes en pensant être en Inde. C'est comme les promesses, la découverte n'engage que celui qui découvre. Non, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Il faut savoir qui est on. Je pense qu'on aurait dû... Les institutions. Je pense que les institutions auraient dû se désarcosiser. Sarkozy qui, dans un discours à Dakar, et je me demande comment il en est sorti vivant hier, il expliquait aux braves Sénégalais que l'Africain, en gros, tombait de l'arbre et tout. Les types n'ont rien dit. Et donc, il me semble que le Quai Branly est quelque chose qui correspond plus à l'esprit gaulois dans sa vision de l'Afrique qu'Africa Remix, qui est un peu choquant. Je crois qu'il y a cette arrogance française. Je ne parle pas pour vous. Vous êtes la crème de la crème. Je parle des autres, ceux qui ne sont pas là.
ceux qui ont toujours tort. Donc c'est cette espèce de rapport un peu paternaliste, en disant, bon, nos grands-enfants, on les a colonisés, on les a esclavagisés, que peuvent-ils faire? Donc, regardez avec une espèce de distance comme ça. Il y a en Allemagne une exposition autour de l'Afrique à peu près tous les ans. Même les Suédois en font une tous les 2-3 ans, etc. Donc la France qui est si proche, la France-Afrique, etc. Pourquoi? Je pense que la France a toujours aimé l'essentialisation. Elle a toujours aimé l'altérité. Elle a toujours aimé, et c'est amusant d'ailleurs, la création africaine était longtemps le domaine des ethnologues. Et les ethnologues, ce sont les spécialistes de l'altérité. Ils ne peuvent pas... je proposais un type de faire, mais c'était il y a longtemps, un truc sur les savetiers auvergnats. Ils disent pas de l'ethnologie, l'ethnologie, c'est en principe l'étude de l'humain. Et donc il y avait comme ça cette distanciation qui faisait qu'on ne pouvait pas les prendre au sérieux, ces braves gens. Et même si nous avons battu des records d'entrée à Beaubourg, et même si, parce que tout le monde n'avait pas les yeux fermés, je me souviens de mon camarade El Anatsui, où Alfred Pacman me dit « Mais où l'as-tu découvert celui-là » Et nous étions en 2004, et El Anatsui avait presque 60 ans. Encore est-ce que moi j'avais découvert un type de 60 ans? Enfin, toujours est-il que j'ai convaincu ce brave Alfred de faire une bonne affaire. Je dis, tu vois cette pièce? d'El Anatsui. Voilà. Alors c'est bien parce que j'ai enfin ma réponse. Ça fait longtemps que je me pose la question de comment ce grand... Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu dans les collections du Centre Pompidou, puisque El Anatsui utilise des matériaux de récupération, les éléments métalliques, des bouteilles, etc., pour faire une sorte de grand maillage, de grands voiles, de grands manteaux. Et effectivement, Beaubourg a une œuvre magnifique. Et je me suis toujours demandé pourquoi Beaubourg avait ça dans la collection. Ben voilà, c'est la suite de Africa Remix. Alors je dis à Alfred, bon, je suis parisien et tout, je préfère que ce soit là plutôt qu'ailleurs. Tu devrais l'acheter. Elle me dit, c'est combien? Alors j'appelle elle, qui me donne un prix, et j'en donne un autre à Alfred. Moindre. Ah ouais. Et Alfred me dit, en fait, t'es fou, ce type, personne ne le connaît. Tout. J'écoute Alfred, c'est ça, ben, l'expo va tourner, je te laisse une option dessus jusqu'à la fin de l'expo. Mais tu n'auras peut-être pas les moyens à la fin de l'expo d'acheter. Donc finalement, Alfred a acheté, je vous donne le chiffre, je crois que c'est 60 000 €. C'est rien. Enfin, pardon, excusez-moi, mais pour de l'art contemporain, d'un artiste de ce niveau-là, c'est rien du tout, 60 000 €. À la fin €. de l'expo, c'était déjà à 300 000. Aujourd'hui, si vous n'avez pas 1 million sur la tête, c'est pas la peine. C'est ça. Mais donc voilà, donc, ne serait-ce que l'attitude de ce monsieur qui est directeur du musée d'art moderne, qui dit mais comment, on ne connaît pas, etc., puis qui est très content, il dit partout que c'est sous sa direction que ça a été acquis. Enfin bon, voilà, il y a cette illusion de savoir, cette illusion, c'est tellement proche que c'est très loin. Et donc c'est ça. Beaubourg 2004, Africa Remix, ça fonctionne. On me dit que je provoque, que je fais de et puis aujourd'hui, ça repart. 11 ans après. Mais c'est pas 11 ans après, c'est que toi qui es un observateur, il y a des machins comme ça qui ont été fabriqués qui s'appellent Revue Noire, qui ont montré tout ça tous les 3 mois, etc. Enfin, il y a eu plein de choses de faites. C'est-à-dire que ce qui arrive aujourd'hui n'est pas... Ça tombe pas du ciel. Il y a beaucoup d'opportunisme, évidemment. Il y a beaucoup de travail de fond. Je trouve admirable que quand Suzanne Paget veut faire une exposition sur l'art contemporain d'Afrique, elle demande la collection de Pigozzi, qui pour moi est une collection, enfin bon, on ne va pas tirer sur les ambulances, une collection essentiellement faite de magiciens quand même. J'ai aperçu qu'il y avait du contemporain aussi, mais ça n'intéressait pas beaucoup. Je veux dire, ce qui a été fait, je fais une petite parenthèse, on n'en parle plus, ce qui a été fait à l'époque, c'est ce que j'appelais l'invention de l'artiste. Alors, il y avait d'un côté les magiciens, ils venaient tous hors d'Europe.
C'est-à-dire que le magicien péruvien était un chaman qui faisait... Alors attendez, peut-être qu'il faut repréciser, parce que pour nous c'est évident, mais peut-être que tout le monde ne sait pas qu'il y a eu une grande exposition qui s'appelle Les Magiciens de la Terre. Si, tout le monde sait? Je ne réexplique plus. Jean-Hubert Martin et d'autres ont monté une exposition très importante, pour ne pas dire capitale en France, qui s'appelait Les Magiciens de la Terre, qui a été répartie entre le Centre Pompidou et la Villette. Cette exposition nous a permis, moi je me mets dedans puisque c'est comme ça que j'ai découvert qu'il existait autre chose que ce qu'on m'avait enseigné à l'école et à l'université, j'ai découvert des artistes que je ne connaissais pas, qui étaient mélangés à des artistes européens que je connaissais, et cette exposition baptisée Les Magiciens de la Terre est devenue, pour les gens familiers, Les Magiciens. Reprends ta parole. Et donc moi aussi j'ai découvert des artistes que je ne connaissais pas, mais contrairement à lui, je les ai découverts parce que je ne savais pas qu'ils étaient artistes. C'est-à-dire que le charpentier du Ghana était devenu un artiste conceptuel. La dame d'Afrique du Sud, qui comme toutes ses voisines peignait sur ses murs, était devenue une artiste conceptuelle. Voilà, parce que le problème de cette exposition, pour être encore plus précis, c'est qu'elle a mélangé des plasticiens, des créateurs contemporains qu'on a l'habitude de voir dans les musées, avec des gens qui travaillaient, qui relevaient plutôt de ce qu'on appelle l'artisanat. Donc on a mélangé les deux, ça a fait une grande confusion, on ne savait plus très bien ce qu'on voyait, d'où le commentaire. Pardon, je te décrypte un peu parce que sinon on fait une discussion entre nous et voilà. Et donc tout ça pour vous dire que Guy a découvert des artistes, moi aussi. Mais je ne suis pas certain que nous ayons à l'époque parlé de la même chose. Et donc il me paraît important, je ne sais pas ce que font les uns et les autres. Même si Jacques le Croquant est venu me voir à Dakar en me disant « Tu sais, on prépare un truc à Lima, j'aimerais bien que tu fasses partie du conseil machin truc ». Je dis « Mon cher Lang, non merci. Donc, Suzanne, je parle pas des gens qui font une foire avec un truc. On me dit « Bon, alors qu'est-ce que tu fais? Toi, on peut échanger ?» Je dis « Non, j'échange pas, moi, vous faites ce que vous voulez. » Et donc, je ne sais pas, il y a beaucoup d'opportunisme, il y a beaucoup de ceci et de cela. C'est très bien que tout ça ait lieu. Ce qui doit retomber retombera. Et ce que je crains, c'est que tout ça retombe. D'accord. Et alors, je reprends ma question par rapport à Africa Remix. Oui. Qu'est-ce que les institutions auraient dû faire, les galeristes, les centres d'art, pour que Africa Remix porte ses fruits? Africa Remix a porté ses fruits. Je dirais que ce qui se passe aujourd'hui, c'est Africa Remix. Elana Sweet, Taillou, etc., tout ça, c'est Africa Remix. Les institutions ont fait ce qu'elles avaient à faire. Mais Beaubourg m'a rappelé la South African National Gallery au Cap. Un jour, la South African National Gallery fait une grande exposition de photos. Et la South African National Gallery a une collection de photos très riche. Très riche. Donc, elle appelle certains photographes, Santum Ofokem, Zweletum Tetwa, dit nous faisons cette grande exposition qui montre la photo en Afrique du Sud, est-ce que vous pourriez nous prêter des photos? Mais l'un comme l'autre a dit mais vous avez une grande collection. Puis, ah, vous n'avez pas nos photos? Oh, comme c'est dommage. Appelez notre galeriste. C'est-à-dire qu'en Afrique du Sud, la collection était essentiellement des photographes blancs, à 100%. Et de la même façon, Beaubourg, à un moment, a découvert, je ne sais pas si c'était l'universalisme ou la globalisation, et pareil, faire une expo, et ils vont visiter leur machin. Et bien alors, manque de bol, du Mexicain, il y en a, de l'Indien, il y en a, de l'Africain, voilà. On a 3 ou 4 trucs qu'on a achetés pour l'Africa Remix et rien d'autre. On dit, ah ben ça, c'est pas de chance. Voilà, on découvre comme ça, je ne sais pas comment ils montent leur collection universaliste, mais apparemment, il y a des trous. Et donc, je pense que ces trous reflètent l'état des lieux. Je ne vais pas demander à des gens de se boucher les trous qu'ils ont dans le cerveau, s'ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Et je pense, cela dit, qu'il y a un phénomène générationnel qui n'est pas encore là, quoique la fille qui est très jeune, qui a un phénomène générationnel qui n'était pas là. Puis la France a cette sale habitude d'avoir des gens, je me souviens quand j'allais à l'Arc, je croyais que c'était la maison de Suzanne Paget. Bref, les gens restent très longtemps.
Et donc les gens qui restent très longtemps commencent à un moment, quand ils sont jeunes, ils y croient, avec ce qu'ils savent, et ils continuent avec ce qu'ils savent. On ne va pas leur demander d'en savoir plus. Alors il y a une nouvelle génération, quand tous ceux-là seront à la retraite, qui a une ouverture un peu plus grande, qui a été élevée avec une musique, avec des restaurants, avec des choses que les anciens n'ont pas, et qui probablement vont regarder l'Afrique d'une manière moins exotisante que les générations d'avant. Donc tout ça, ça va prendre du temps. Mais pour l'instant, si on regarde ce qui se fait, Suzanne, pas née de la dernière pluie, mais d'accord, Jack Lang, c'est pas un genou, etc., etc. Donc, mais on verra, tout ça va changer. Je n'ai pas beaucoup d'illusions, parce qu'il y a, à chaque époque, comme ça, l'Afrique est à la mode. Et bien justement, le problème de la mode, c'est que ça passe. Donc plutôt que l'Afrique soit à la mode, je préférerais que l'Afrique soit au quotidien. Mais ça, encore une fois, c'est pas bon. Alors tout à l'heure, tu as parlé de l'ACA. Je ne sais pas si vous savez, c'est donc cette foire d'art africain qui a eu lieu en décembre dernier, qui est une nouveauté, puisqu'on n'avait jamais eu de foire d'art africain à Paris. Est-ce qu'elle participe, cette foire, de cette reconnaissance nouvelle ? Encore une fois, je ne vois pas de reconnaissance, parce que reconnaître, ça veut dire connaître à nouveau. Je pense connaissance nouvelle. Je ne pense pas qu'il y ait de connaissance. Et je pense que ce que le marché démontre, en tout cas parce que ces gens-là sont des filous, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Donc, quand une foire se monte, on se dit peut-être qu'il y a des pesetas à se faire. Et donc, c'est peut-être le seul indicateur fiable, parce que ces gens-là ne sont pas des enfants de cœur. Et donc, s'il y a une foire totalement dédiée à l'Afrique qui s'est créée à Londres et qui marche bien, qui s'est exportée à New York et qui marche bien, si on a une aujourd'hui à Paris, c'est sans doute que les gens ont senti le filon, et que peut-être que filon il va y avoir. Est-ce qu'il y a aujourd'hui à Paris des collectionneurs de cet art africain contemporain ? Non. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas et c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire que les collectionneurs d'art africain sont des gens qui collectionnent les bouts de bois et les masques, etc. J'aime bien les collectionneurs d'art contemporain. Et qui, en tant que collectionneurs d'art contemporain, ont dans leur collection des Américains, des Africains, des Asiatiques, etc. etc. J'ai cru comprendre que monsieur... C'est pas LVMH, c'est l'autre. Bernard Arnault. Arnault ? Non, Pinault. Ah, l'autre, oui. Parce que Bernard Arnault a visiblement une collection d'art contemporain africain, ou des pièces d'art africain, puisqu'ils sont censés, à côté de l'exposition Pigozzi, montrer leurs achats. Oui, on va voir. On va voir, mais là, personne ne l'a vu, donc on ne sait pas. Enfin, il y aura beaucoup d'Afrique du Sud. Oui. Parce que c'est encore ce qui ressemble le plus à l'Europe, j'imagine, donc effet de miroir. Mais je parlais de l'autre, Pinault. Pinault achète des artistes africains. Évidemment, Ella Nassau, etc. Mais il y a aussi quelque chose qui... Bon, il faut bien que ça commence. Il y a un phénomène que nous avions surnommé à l'époque les usual suspects. Donc quelqu'un vous dit il n'y a rien, ensuite quelqu'un montre quelque chose, puis le voisin montre quelque chose, et on vous appelle ensuite pour vous dire c'est la Serpentine qui m'appelle un jour, il y a longtemps, j'étais jeune et mal poli. Ils me disent, voilà, monsieur Clamy, on aimerait bien que vous fassiez une exposition sur la photographie africaine 195. Je dis oui, je vais y réfléchir. Ils me disent, mais ce serait bien qu'il y ait Sédou Keïta et Malik Sidibé. Et je leur dis, c'est tout réfléchi. Pourquoi Phénomène des usual suspects. Si on me demande de faire une exposition sur la photographie faite en Afrique, si on me demande de faire une exposition quelconque d'ailleurs, on ne me dit pas ce que je dois mettre dedans. Et donc le phénomène des usual suspects, c'est que, pareil, le monde avait découvert ces jeunes photographes des années 60, plein d'élan.
Ils avaient 70 ans et 75 ans quand ils ont été découverts. Ils avaient arrêté de faire de la photo dans les années 60. Mais c'est ça qu'on voulait. Et c'est ça que partout dans le monde, on appelait la photographie africaine contemporaine. Venise a donné un prix à Mike Sidibé, un lion d'or. Je me souviens, c'était une époque où j'avais fait le pavillon africain à Venise. Et j'avais fait visiter l'exposition à Malik, paix à son âme, un type formidable. Il visitait l'expo, il était là, il a dit « Ah, dis donc, c'est fantastique hein. !» Et ben voilà, l'artiste contemporain couronné par... Et il me racontait une chose d'ailleurs, parce qu'on les prend pour des gogos, mais il me dit un jour, tu vois, nous on faisait nos trucs, on tirait pour les clients, parce que je lui demande un jour, mais pourquoi on n'a pas pris des nuages, des couchers de soleil? Il dit, mais ça paye pas. C'est ça. Et donc c'était des artisans, ces gens, ils tenaient un studio comme... à Lausanne, quand j'étais gamin, on allait dimanche faire photographier. Mais bon, Lausanne, c'est moins sexy que Bamako. Donc tout d'un coup, est-ce qu'ils n'enlèvent rien à leur qualité de photographe? Je parle juste de la manière dont on fait monter la mayonnaise. Et pendant un moment, on aurait cru que sur un continent comme l'Afrique, il n'y avait que 2 photographes. Et des photographes de portrait. Voilà, donc il y a eu de grandes théories. L'Afrique, c'est la photographie du portrait. L'Afrique, c'est... Donc c'est tout ça qui me dérange un peu, donc c'est pour ça que je dis à la Serpentine. Parmi les milliers de questions qui se posent d'ailleurs sur la photographie africaine, moi il y en a une qui m'obsède. Chaque fois je reviens là-dessus, puisqu'on est sur le cas de ces 2 ateliers, enfin 2 parmi d'autres, hein, d'ailleurs il y en avait plein d'autres, que Sidibé et Keïta, dont on vient de parler, qui étaient donc ces fameux ateliers de photographie qui photographiaient les gens dans la rue, qui étaient payés donc pour faire ça. Moi, ce qui m'obsède, c'est ce jeu de format que j'ai vu la première fois dénaturé, à mon avis, quand j'ai vu une exposition d'Oger Kéré, qui faisait donc des photographies, une sorte d'inventaire de coiffes africaines. Juste, c'est extraordinaire. Mais qu'on a rapidement transformé un peu comme un frère éloigné des Béchers. Vous savez, ces photos systématiques des chevalements ou bien des châteaux d'eau en Allemagne. Donc là, on a fait des photographies de ces coiffes africaines. Et ensuite, de petits formats, on est passé à des très grands formats. Puisqu'on s'est dit, ah ben ça va vendre beaucoup plus cher. Donc moi, il y a une chose qui me gêne là-dedans, c'est cette transformation qu'il y a eu de la photographie africaine, où d'un objet qui était une commande d'un commanditaire vis-à-vis d'un photographe, on est passé à une œuvre d'art contemporain qui va sans doute au-delà de ce qu'avaient voulu faire les créateurs en question. Ah, il va au-delà, c'est pas sans doute, c'est certainement. Et c'est là que... La dernière réplique d'About de Souffle me revient en tête, comme ça. Et à Belmondo, je ne sais pas si vous avez vu le film, Belmondo est par terre, il va mourir, il dit c'est dégueulasse. Et bien, c'est totalement dégueulasse. Les types font leur truc dans leur format, etc. Ensuite, pour que ça vende, il faut du métrage. On retrouve des choses en 2 mètres par 2 mètres. Et ensuite, il y a des éditions, parce que la photographie, il y a eu des éditions limitées pour... parce que c'était reproductible. Et alors là, ils ont des ruses. Il y a une édition limitée pour un format comme ça. Puis en changeant de format, et puis on y va ad libitum. Enfin, c'est grotesque. Et évidemment, on fait ça avec des braves papis qui ne font plus de résistance. Parce qu'il faut aussi voir le fait économique. Je me souviens d'un Tokudagba que je croise au Japon. Tokudagba Cyprien est l'un des artistes inventés. Il faisait des bas-reliefs dans des temples vaudous. C'était son boulot, il travaillait pour le culte. Quelqu'un est arrivé, je ne citerai pas de nom, il a collé une toile et il a dit « fais ça ». Un jour, il se retrouve dans cette expo au Japon, je lui dis « alors, c'est comment ?» Il me dit « ah, c'est bien, j'ai 3 maisons maintenant, j'ai visité plein de pays, et il y a mes enfants qui, donc il avait fait un atelier où les enfants continuent à reproduire du truc. » Et encore une fois, comprenez bien, ces gens-là, je respecte, la plupart je les ai bien connus, je les aime bien. Ce que je trouve dégueulasse, c'est cette instrumentalisation. C'est tout d'un coup, on te prend là, tu fais ton truc, on te colle. Alors le sommet de tout cela, c'était Jean Hubert, qui était encore dans ses petites fixettes, qui fait une biennale de Lyon qui appelle Partage exotisme.
Alors quand je suis entré, j'ai eu l'impression de me retrouver, et pour moi ça résume le chapitre L'invention de l'artiste, j'ai l'impression de me retrouver dans une exposition coloniale. Il y avait Esther Mhlangou, la dame débellée qui peignait sa maison, qui était assise là, en grand atour. Donc chez eux, ils portent des colliers qui font 50 mètres de long, avec ces trucs. Évidemment, Esther ne parle pas anglais, ne parle pas français, ne parle rien du tout. Était assise là, face à l'entrée, à côté de la Mercedes qu'elle avait peinte. On aurait envie de dire décorée. Elle était assise là comme si elle faisait partie comme si elle était exposée, quoi. Et donc, ça, c'était la quintessence de cette espèce d'instrumentalisation de tout cela. Et c'est sans doute pour ça que certains qui se disent commissaires, et là, c'est une scène des tontons flingueurs qui me revient, et j'interdis à tous les chasseurs, donc j'interdis à tous les jeux, je leur dirais de fermer leurs claques. Bon, il y a des mots que ma mère m'interdit d'employer. Et certains commissaires se méfient des artistes contemporains, dès qu'il s'agit de certains endroits. Je me souviens de l'un d'entre eux qui enquêtait en Côte d'Ivoire, sans préparation des magiciens. Et on se croise à l'hôtel et il me dit « Ah, je connais pas bien, est-ce que tu peux me donner quelques noms d'artistes ?» Je lui ai donné quelques noms d'artistes et plus tard on se recroise ailleurs. Je dis « Alors ?» Il me dit « Mais tu m'as pas dit qu'ils avaient fait les beaux-arts. » Je dis « Mais tu m'as demandé de bons artistes. » Et donc il cherchait des artistes qui étaient authentiquement africains. D'accord. Est-ce que vous avez le temps, rapidement, de nous éclairer un peu notre lanterne concernant les structures qui sont sur place? Et j'imagine que c'est comme ça aussi qu'on doit travailler quand on essaie de rencontrer des artistes. Alors, on a fait tout à l'heure une petite vidéo, donc je sais que c'est pas comme ça qu'il a fait. Mais je vais faire un peu le naïf, oui. Ce que j'étais il y a exactement 1 heure. Et donc, est-ce qu'on passe par des écoles d'art, des centres d'art et des musées pour trouver des créateurs qui sont vraiment sur place? D'abord, nulle part au monde je ne fais confiance aux écoles d'art, parce que les étudiants d'art se prennent déjà pour Michel-Ange. L'avantage c'est qu'en Afrique il n'y en a pas trop, donc il y en a moins qui se prennent pour Michel-Ange. D'autre part, nulle part au monde je ne fais confiance aux musées. Dites-moi l'artiste de moins de 30 ans qui a été montré à Beaubourg ces 40 dernières années. Enfin, à part pendant l'Africa Remix où il y en avait plein. Voilà, donc c'est pas dans les musées non plus, c'est-à-dire qu'il y a un chemin de la reconnaissance, etc. Et l'Afrique, aujourd'hui, je dirais, a un avantage sur l'Europe, c'est qu'il n'y a jamais eu d'argent institutionnel. Et en Europe, il y en aura de moins en moins. Et donc ils ont dû se débrouiller en collectif. Je veux dire, les centres d'art qui existent aujourd'hui sont le fait de privés, voire d'artistes, comme en Égypte où Moataz Nasr a créé un centre d'art contemporain. À Douala, ce sont 2 privés qui ont créé Douala Art. La fondation d'Envahi, c'est un privé. La fondation d'Envahi, c'est en Côte d'Ivoire. La fondation Zansou, c'est du privé, etc., etc. Et donc ce sont les privés et ce sont les artistes eux-mêmes qui ont trouvé les moyens de survivre. Et il y avait également une espèce de volonté comme ça de mimétisme. Et je me souviens, un jeune artiste, comme ça, je travaillais au Cameroun et je cherchais. Et on me refilait les vieux. Et à un moment, au bout de mon 3e voyage, il y a un type qui me dit, bon, il y a un type, il ne fait pas partie du cercle. J'étais un peu arrogant à l'époque, on me parlait du cercle, du milieu. Enfin, tu t'es vu. Bon, il est un peu dérangé, mais je dis allons le voir. Et je vais voir ce type, et je tombe sur le type le moins dérangé, le plus brillant de tous ceux que j'avais rencontrés. Il s'appelait Pascal Martin Talib, il s'appelle toujours Pascal Martin Talib. Et donc le milieu de l'art au Cameroun, au mieux le prenait pour un dingue. Donc c'est dire, tout ça a changé, mais surtout les gens ont compris qu'ils doivent se prendre en main, et donc un peu partout ils fabriquent des choses. Un photographe comme Sami Balogi
Formidable. Rentrant un jour de Bamako, me dit il se passe rien dans mon bled là-bas, qu'est-ce que je peux faire? Je lui ai fait quelque chose, faire un festival. Elle a créé un festival. Aïda Mulonnet, photographe, a créé un festival en Éthiopie, etc., etc. Et tout ça, ça fabrique des forums, il se débrouille pour inviter des gens d'Afrique, etc., etc. Et ça crée une espèce d'émulation. Quant à l'État, si on devait parler du Cameroun, par exemple, où nous avons un jeune président qui a 88 ans, qui, paraît-il, quand il fait une réunion de conseil des ministres, il ne se rappelle même plus ce font les ministres. Mais il est là, donc c'est pas sur lui qu'on va compter. Alors je vais revenir à mon introduction du tout début, en disant que ce continent était un continent assez hétéroclite, enfin qu'on n'a pas l'impression d'une unité dans toute cette production. Donc comment dans une exposition vont voisiner à la fois des œuvres d'artistes du Maghreb, d'Afrique du Sud ou d'Afrique équatoriale? Je dirais que si on arrive à faire des documentaires à Cassel et des biennales à Venise, faire une exposition finalement avec des artistes qui viennent tous du même continent, c'est pas plus compliqué. Je veux dire qu'il y a à Cassel des Japonais, des Biélorusses, des machins, des trucs. Ouais. Au moins il y a une unité géographique. Et sinon le reste, ce sont les œuvres qui dialoguent entre elles. Est-ce que vous avez l'idée ou est-ce que vous avez la volonté d'avoir des instruments justement un peu pédagogiques pour nous qui ne connaissons pas très bien toutes ces scènes différentes? Non. Non, je crois que ça ne sert à rien. Je crois que les bibliothèques croulent de documents pédagogiques. Et je crois que, oublions l'Afrique, en tout cas c'est ma pensée, je la partage avec moi-même. Je crois que l'art, c'est un cheminement individuel. Il y a des gens qui vont aimer ceci, des gens qui vont aimer cela, etc. On ne va pas leur dire ce qu'il faut aimer et ce qu'il ne faut pas aimer. La seule chose que je veux leur dire, c'est que c'est de l'art, et qu'il ne faut pas y aller avec des lunettes, en regardant, en cherchant l'Africain, pour se dire ça me parle ou ça ne me parle pas. Je me souviens, avant que je sois totalement interdit, d'une exposition que j'avais faite à Téhéran. Et c'est là où un ambassadeur de France a fait me casser les côtes, littéralement. Je fais mon discours d'ouverture et je leur explique, je cite Husserl qui avance que l'art c'est la célébration de la mort de Dieu. Alors ça c'était le premier coup de coude, je continue à développer mon affaire, le deuxième coup de coude, j'avais des bleus partout, et puis ils m'ont plus redonné de visa de toute façon. Mais alors je travaillais avec des étudiantes et elles voient une photo assez simple de Myriam Hindou. C'était des mains blanchies au kaolin qui étaient attachées avec des élastiques, non élastiques. Je leur dis, qu'est-ce que vous en pensez? La première dit, l'art africain, je ne connais pas. Je ne te parle pas d'art africain, je te demande de me dire. Évidemment, quand elles ont enlevé leurs lunettes et leurs filtres et leurs choses, elles ont vu ce qu'il y avait à voir. Mais au début, alors que l'œuvre était là, elles disaient, mais je ne peux pas, je ne suis jamais allé en Afrique, je ne connais pas, je ne comprends pas. S'il faut un dictionnaire pour regarder l'art, c'est... Donc voilà, donc je n'ai pas fabriqué le dictionnaire. Mais sinon, l'illustre Revue Noire a joué son rôle en son temps. Puis il y a des choses qui se passent. Je veux dire, moi je viens d'un âge où les moins de 20 ans, etc. Aujourd'hui il y a Internet, il y a beaucoup de bêtises dedans, mais il y a quand même beaucoup d'informations également. Si les gens veulent, ils peuvent trouver. Bon. Eh bien, merci Simon. Alors, si vous avez des questions, allez-y, profitez. Non, c'est tellement évident. Allez-y. Moi, ce qui me parle dans tout ce qu'on a dit là, c'est art africain. En fait, on dit art africain, comme vous disiez, on fait une exposition avec ces hétéroclites, il y a plein de pays, il y a plein de... Mais quand on fait une exposition d'artistes espagnols, on ne fait pas un titre artiste européen, c'est des Espagnols. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas aussi arrêter de toujours dire africain, 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 et considérer les choses plus dans le détail? Peut-être que ça pourrait aider aussi à la compréhension. Et qu'on arrête de... Enfin, c'est aussi ça la vision paternaliste qu'on a par rapport à ça. Et
Voilà, c'est une question. Hein. Ah oui. Alors je reformule la question parce que je suis obligé pour que ça puisse être enregistré, parce que sinon on ne vous entend pas. Donc c'est, plutôt que art africain, est-ce qu'il ne serait pas possible de limiter finalement le champ d'action à un espace géographique plus petit, art de Côte d'Ivoire, art sénégalais, non? C'est pas limiter l'espace géographique. On peut Ou artiste, ne pas regarder le nom de... Voilà. Arrêter de dire ils sont africains, ils sont artistes contemporains avant tout. Oui. On précise jamais d'un artiste français Ouais. qu'il est Européen. D'accord, je comprends. Simon. Je dirais, bon, malheureusement c'est nous qui l'avons commis, le principe de revue noire, c'était de traiter les dossiers pays par pays. Ouais. Là, on fait un numéro Cameroun, un numéro Côte d'Ivoire, un numéro précisément parce que nous avions l'illusion de pouvoir sauver le monde. Nous essayons de dire aux gens que l'Afrique n'est pas un pays, l'Afrique est faite de plein de pays, et donc nous traitions tout ça pays par pays. Autre question? Non? J'ai envie de rebondir sur votre réponse pour poser cette question comme ça. L'art africain, pourquoi faire? Tu me vous soignes. Et non seulement tu me vous soignes, mais en plus tu cites Billy Bijoka. Absolument. Pour rien. Merci. Toi aussi tu vas me dire vous? Non, la question a à voir avec Africa Renaissance, parce qu'il a été dit que ça a eu lieu et que ça s'était arrêté. Ça, c'est Guy Non, c'est moi qui l'ai dit, hein. Et je ne parlais que de ma propre expérience. Et j'ai déjà avoué tout à l'heure combien j'ai eu le sentiment d'être passé à côté de cette exposition, puisque je ne me suis pas intéressé à des artistes africains, je suis désolé d'employer ce mot-là, mais je pourrais dire sénégalais ou même d'Afrique du Sud, depuis. C'est maintenant que dans ma tête, les choses me semblent plus évidentes, qu'on vient de faire dans Connaissance des Arts un numéro spécial Afrique qui essaie de montrer justement cette diversité. Il y a comme par hasard l'atelier d'Elana Tsoui dont on parle là, plein de gens, photographes sud-africains et autres. Mais parce qu'il faut du temps aussi, je pense que les critiques d'art, les journalistes, les collectionneurs et les galeristes aussi qui représentent les artistes, il faut du temps pour se dire « Ah mais il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas ». Et j'ai le même sentiment, hein, on parlait là tout à l'heure de Manille. Personnellement, moi, l'art d'Asie du Sud-Est, je le connais très peu. Je rêve de connaître et je ne la connais pas. Pardon, excusez-moi. J'essayais de me justifier par rapport à ma remarque. Ce que je voulais dire, c'est que déjà dans le cas d'Africa Remix, cette exposition a beaucoup bougé. Elle est partie en Afrique du Sud, elle est partie au Japon, elle est présentée aux États-Unis. Elle a beaucoup tourné, donc elle ne s'est pas arrêtée à Paris. Et moi, c'est peut-être le commentaire que je voudrais faire, c'est que ce n'est pas parce qu'une personne, par exemple, vous ou plein d'autres personnes, s'est arrêté à un instant précis, à un moment que le monde ne continue pas d'avancer. Ah oui, bien sûr. Il continue de bouger, et ces artistes n'ont peut-être pas eu d'exposition à Paris, mais ils ont eu des expositions dans énormément d'endroits. Et aujourd'hui, l'Asie et l'Afrique parlent, communiquent, on traduit Fanon en chinois, et ça va continuer. Donc, pour moi aussi, une partie de ce problème, de cette question et de cette réflexion sur l'art africain, pour moi, est-ce que c'est encore un sens de se poser la question en français, de se poser la question en Europe? Pour moi, c'est déjà du passé. Une étape qui est passée. Oui, mais si je puis vous répondre, pardon, hein, sinon c'est toi, Simon, qui doit le faire, hein, mais j'essaie de voir, c'est que nous avons tellement de retard par rapport à ces scènes africaines, par rapport à ces artistes, que nous, on se dit, on va essayer de capter ça, on va essayer de comprendre, on va essayer de les mettre dans notre histoire, enfin notre histoire de l'art, c'est pas une histoire de l'art, mais dans nos images, dans nos connaissances que nous avons. On va essayer de d'absorber pour s'enrichir de tout ça.
Vous, visiblement, vous avez une vue beaucoup plus internationale et vous regardez cet art africain à l'aune du monde entier. Et je suis bien d'accord avec vous que le monde entier a depuis longtemps changé son fusil d'épaule. Moi, ce qui m'a fait bouger, c'est quand j'ai vu Elana Tsui à New York, 3 ans, je crois, après Africa Remix, il y avait des œuvres dans les musées, accrochées dans les collections permanentes, bien avant l'achat de Beaubourg, et il y avait même une commande publique qui était dans la rue, du côté du Whitney, et c'est là où je me suis dit, mais qui c'est ce type? Pourquoi Elana Tsui, tout le monde en veut, on en voit partout, et pourquoi nous, on n'a pas fait une rétrospective d'Elana Tsui? Et heureusement, Chaumont-sur-Loire, dans le Festival des Jardins, lui a commandé par 3 fois des œuvres d'art, et c'est juste génial. Donc, à mon avis, votre regard est déjà sorti de France, quoi. Vous avez un regard beaucoup plus international. Et moi, je ne parlais que du public français, que j'essaie d'éduquer aussi, hein, comme j'apprends tous les jours, en leur donnant mes émotions, mes impressions, et ma découverte d'Elana Tsui, je l'ai mis dans le dernier numéro, mais ce que je voulais dire, c'est que depuis Africa Remix, je ne l'avais pas fait. Donc c'est presque de constat de dire, j'ai pas fait mon boulot. Donc j'espère que l'expo de la Villette et de Lille vont nous enrichir encore davantage. Et il y a aussi des expositions... Je voudrais juste, après, avant que j'oublie. Donc, sauf le respect que j'ai pour cette ville charmante de Chaumont-sur-Loire, c'est New York, c'est une rétrospective à Montréal, à Toronto, c'est une rétrospective partout. Et bon, Chaumont-sur-Loire a fait 3 commandes, ce qui est formidable, admirable. Non, je dirais, pour reprendre Bruckner et pour faire de l'africanisme envers, que la France est en train de se faire son sanglot de l'homme blanc. Et qu'elle se bat sa coupe, et que c'est pour ça que quand tu me demandes que faire pour éduquer, je dis rien. Que dire, rien. Que chacun fasse son chemin. Et je disais, je ne sais pas si c'était maintenant ou tout à l'heure, qu'il y a des expos avec des Africains, soit collectifs, soit machin, à peu près tous les ans en Allemagne, oui, toutes les visites en Allemagne, oui. Qu'il y a des choses jusqu'en Suède, jusque dans des bleds, je ne peux même pas prononcer le nom. Et la France, triomphale, le centre du monde, etc. Non, moi, je pense que la seule chose que je peux faire pour ce pays que j'aime beaucoup, enfin surtout Paris, le pays où Marine gagne, je préfère pas y aller. Ce que je peux faire pour la France, moi, c'est effectivement essayer de lui redonner ce qu'elle a raté. Oui. La France a raté tous ses rendez-vous. Quand on regarde ce qui se passait ici au début du XXe siècle, jusqu'aux années Montparnasse, et ce qui ne s'y passe plus, la France est devenue l'arrière-cour du machin. On se raconte des histoires entre la FIAC et Frise ou Basel. Bon, il n'y a pas photo entre ceci et cela, entre le MoMA et Pompidou, etc. Et donc la France avait cette chance que les autres n'avaient pas d'emblée, d'avoir colonisé, d'avoir machin, d'avoir une vague connaissance sur tout ça, des endroits où les gens parlent bien français. Et au lieu de capitaliser là-dessus, ils sont encore fait piquer ça. Je vais pleurer sur eux. Mais moi, j'ai envie de te répondre. Peut-être que ça a été l'handicap de la France. C'est d'avoir été colonisateur et du coup ne pas avoir un regard neuf, libre, peut-être pour regarder tout ça. Ah oui, tout se paye. Vous vouliez dire quelque chose à propos des foires? Oui, je voulais juste souligner qu'au niveau international, il y a quand même des biennales et des foires qui présentent régulièrement des artistes d'Afrique. Ben oui. Et on a remarqué le choix de Okoye Ogbeza par rapport à la dernière biennale de Venise, où il y avait une présence africaine, mais en même temps, c'était une présence naturelle qui était, la présence africaine était
à côté d'autres présences de pays du monde. Je dirais avec. Avec. À côté, c'est pas le bon mot. Avec. Pardon, C'est avec. ça que tu voulais dire. Avec. Je voulais dire avec, c'est bon. Et donc c'est avec d'autres pays du monde et le succès était remarquable. Ouais. Il y avait Sami Baluchi, il y avait la liste est longue. Oui, Comment? Pardon? Samson Kabalou, enfin, Oui. il y a plein d'artistes. Oui, tout à fait. Remarquable. Oui, mais pour qu'on en arrive là, il faut aussi que les commissaires d'exposition qui ne sont pas africains ou qui n'ont pas cette connaissance aient cette connaissance et ensuite décident délibérément de mettre tel artiste et du coup, il n'y aura pas de, entre guillemets, ségrégation, je ne sais pas comment on pourrait Non, mais dire. on est bien d'accord, Mais pour l'instant, honnêtement, je pense qu'un grand nombre de curateurs ou de commissaires français n'ont pas cette connaissance du terrain. Absolument. c'est pas simplement du terrain, c'est aussi de se comme on dit quelque part en Afrique, Oui. de se laver les yeux. de temps Oui. à autre. Je me souviens quand j'étais gamin, il y a un seul an, 91, le premier numéro de Revue Noire sort, j'étais invité à une table ronde à Düsseldorf, et à côté de moi se tenait Jan Hult, pour vous pour moins de 20 ans, etc. À cette époque-là, c'était le directeur de Kassel. Et il nous raconte son expédition africaine, il dit, j'y suis allé, j'ai vu, il n'y a rien. Alors vous imaginez bien, 91, il y a longtemps, je l'ai insulté, je l'ai traité de tous les noms, et je lui ai offert le premier numéro de Revue Noire. 3 mois plus tard, nous sommes devenus amis, il m'a appelé pour me demander 3 adresses. Et ensuite, il a montré régulièrement Taillou, etc. Ce qui m'agace souvent, c'est cette espèce d'arrogance à dire « il n'y a rien », au lieu de dire « je ne connais rien ». Voilà, bien sûr. Or, nous avons, je ne reproche absolument pas au conservateur du musée de Toulouse de travailler sur les artistes toulousiens, mais le type qui se prétend curateur international, bon, si quelqu'un dit moi je curette la France, ben parfait. Si quelqu'un dit je curette l'international, il y avait une exposition à Boubou, encore une discussion un peu violente, c'était les artistes face à l'histoire, quelque chose comme ça. Oui, face à l'histoire. Donc je suis invité au dîner, malheureusement, et je dis au type, alors c'est quoi l'histoire pour vous? Parce que le truc, c'est que c'est inconscient. Quand il écrit les artistes face à l'histoire, il a déjà son histoire dans la tête, et il a déjà ce qu'il veut raconter. Et je lui dis, j'ai rien à dire sur ton exposition, c'est le titre qui me dérange. On dirait qu'il y a plein de parties du monde où il n'y a pas d'histoire. On leur raconte quelque chose de très précis, les artistes face à l'histoire d'ici, les artistes d'ici face à l'histoire d'ici, mais ne dit pas les artistes face à l'histoire en me montrant un petit bout du monde. C'est sûr. Je voulais juste rebondir sur Africa Remix et souligner que les artistes qui ont été montrés à Africa Remix, on les voit aujourd'hui dans les expositions, dans les différents musées. Et je voulais juste souligner le côté... je souligne juste le choix de Simon, qui était quand même un choix pertinent. Non, et toutes ces histoires-là sont des affaires de circonstances. Tout est affaire de décor. Tu peux montrer un artiste qui est excellent au mauvais endroit, au mauvais moment, et il lui faudra quelques années pour. Donc, et puis il y a aussi l'autre chose, c'est la responsabilité de l'artiste. C'est que avant, encore une fois, ils étaient utilisés comme ça. Aujourd'hui, ils causent. Je me souviens de la première conférence de Taillou, il est tout frais, tout jeune, tout tremblant comme ça. Et alors, c'est à Berlin, et il raconte son blabla, et puis on pose des questions, on dit votre boulot me rappelle Beuys, dit quelqu'un. Et Taillou répond, Beuys, je connais pas, rien à foutre. Et il revient à Paris, il m'appelle, il me dit, c'est qui ce Beuys? Il me dit, grand frère, Beuys, c'est qui?
grand prof, il vient, il ramasse les livres, il lit tout, il y passe des nuits blanches, et je le retrouve 3 ans plus tard dans une conférence. Je dis, Boy, c'est qui? Rien à foutre. Il savait qu'il était Boy, c'est la manière dont il avait répondu cette fois-ci. L'autre sentait qu'il s'y savait. Je veux dire, il y a aussi des attitudes. Tout ça, enfin, un type qui était très bien, qui s'est coupé une oreille, qui est devenu fou. Ensuite, il se vend des millions, des centaines de millions. C'est qu'il y a quand même des moments, des trucs. C'est pas simple d'être un artiste. C'est pas une baguette magique qui transforme ceci. Je veux dire, elle, encore une fois, il avait 40 ans de bouteille. Ce qu'il découvrait entre guillemets, mais il ne le savait peut-être pas, mais ça faisait 40 ans qu'il bossait, 40 ans qu'il exposait, là où il exposait, etc. Bon. C'est juste cette illusion, encore une fois, de penser que nous savons le monde. Ça, c'est la vieille illusion universaliste. On a acheté aux Philippines, je dis, bon, on va voir ce qui s'y passe. Il y a des copains qui sont artistes philippins. Et j'y suis arrivé, mais comme j'ai un peu d'habitude, je me suis dit, même si je ne vois rien, il y a forcément quelque chose. On ne va pas traiter les autres comme les tiens furent traités. Évidemment, il y a des choses, évidemment, il faut les fouiller. Et évidemment, également, et c'est le seul... l'enfer est pavé de bonnes intentions. La bonne intention de Jean Hubert, c'était de dire, je ne vais pas, moi... Et j'ai planté du tout. Je ne vais pas, moi, débarquer quelque part et décréter, selon mes yeux d'occidental, de ce qui est art ou ce qui n'est pas. Bon, c'est plutôt une bonne démarche, à part qu'il s'est planté du tout en choisissant. En allant radicalement vers l'authenticité, je vais dire le facteur cheveux. L'art brut. L'artisanat, c'était de l'artisanat. Oh, du rituel. Merci de votre présence et merci surtout Simon de nous avoir éclairés sur ce sujet. J'espère que je vous